Aujourd'hui, on va vous parler de comment on gagne notre vie ici aux États-Unis et sans filtre. On va vous parler des moments de doute, de la pression financière et à la fin, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler de quelque chose que très peu de personnes sur Internet oseraient dire. Allez, suivez-nous! Et couscous Dari, c'est un très bon couscous. Je suis mon propre boss, je fais ce que je veux. I can taste you, 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 you. I can Ça va tes taste amis? you, Ils attendent? you. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler, parce que vous nous le demandez souvent, mais comment on gagne notre vie ici aux États-Unis pour assurer toutes les dépenses. Déjà, j'aimerais parler de ce sujet global. Par rapport à l'expatriation, en général, et pas spécifiquement aux États-Unis, c'est l'un des premiers freins qui se présentent à ceux qui veulent s'expatrier. Et je comprends bien. Parce que quand on veut s'expatrier, ok, il y a des freins, ça va être la peur de quitter la famille, la peur de quitter ses amis, de partir peut-être un peu vers l'inconnu, de devoir gérer le déménagement, les nouvelles procédures là-bas, administratives, l'école pour les enfants. Mais je vais vous dire, le plus gros frein, et je le comprends, c'est l'argent. Quand tu sais gagner de l'argent dans ton pays, mais après que tu dois te dire maintenant tu dois te réinventer et gagner de l'argent dans un autre pays, bah, c'est plus difficile. C'est pour ça que dans cette chaîne, on aime bien faire la différence entre les expatriés et les immigrés. Quand tu es un expatrié, c'est ta boîte qui t'envoie. Je dis pas que c'est 100% plus facile, mais c'est plus facile à bien des égards. Et notamment sur l'aspect financier. Puisque la boîte, elle t'envoie, ton salaire, elle te le maintient. Elle ajoute en général des primes liées à l'expatriation. Parfois, certaines entreprises vont même ajouter des avantages tels que payer l'école, voire le logement, voire l'assurance santé, très souvent ça. Donc en fait, voilà, il n'y a pas trop de risques. Le seul risque, c'est... il n'y a pas de risque, hein, c'est la difficulté en tout cas de gérer le déménagement pour les enfants émotionnellement. Mais sinon, t'es comme dans un cocon, quoi. T'es comme dans un cocon. Et ça, c'est un expatrié. Mais maintenant, un immigré. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Je sais, mais il faut réussir à lui redonner une nouvelle couleur. C'est pas négatif d'être un immigré. C'est la linguistique, de toute manière. Puis vous avez vu, c'est ce qu'on appelle la psychologie des mots. Au fur et à mesure où le temps passe, il y a tout un socle d'idées, de valeurs, de perceptions qui vont se greffer à un mot jusqu'à ce que ce mot génère des idées, génère des croyances. Bon, j'arrête là. Je reviens. L'argent. Donc voilà, expatrié, c'est plus facile vis-à-vis de ça. Mais maintenant, quand tu es un immigré, ça veut dire que tu vas décider. C'est toi qui décides de partir. Donc tu décides de partir, donc forcément, il va falloir que tu trouves des solutions sur tous les points de vue. L'école des enfants, le logement, et on y vient, l'argent. Comment je vais gagner ma vie là-bas? Comment je vais gagner ma vie? Et donc je peux comprendre que ce sujet-là, il stresse. Ou que ce sujet-là bloque plutôt. Donc on va vous partager de nous comment on a fait. Peut-être ça va vous donner des idées, peut-être ça va vous donner de la force, peut-être ça va vous donner du courage. Je vais vous parler de moi, de ce que je faisais avant. Je vais vous dire après ce que j'ai fait. Et je vais vous dire, je vais pas vous dire pour Amel. Amel, on lui donnera la parole. On va voir où elle est, on va la chercher. Où est Amel? Amel! Amel, t'es où? Et voilà. On va aller la Alors chercher. vous savez qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'apprentissage de la langue anglaise. Et malgré que ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis, je me débrouille, hein, je peux tout faire, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas fluent comme je l'imaginais ou comme je pensais pouvoir l'atteindre en 2 années. Et là, je propose à ma famille, mais qu'est-ce que vous penseriez si on parlait maintenant tous anglais tous les jours? Ben, apparemment, ils m'ont pas pris au sérieux. Ou ils doutent cruellement de ma capacité à le faire. Je vous laisse écouter ce petit extrait et me dire ce que vous en pensez. To cry or Because to yell. American are emotional. I don't understand what are you saying. I don't answer what you No sense. No sense. Yes. And you want to speak every day in English at home? Yes. Well, Please. what if you don't understand your own wife? You don't
I understand totally what are you saying. What do you think? Are you judging me? Yes. No. Me, I'm judging you. Shame on you. Shit on you. Pour vous donner un peu de contexte concernant ma situation professionnelle, avant en fait qu'on s'expatrie, c'était en 2020, avant notre première expatriation qui était à l'île Maurice, je travaillais à la SNCF. J'étais cadre manager. Donc je suis passé par l'école des cadres, tout ça. Donc du coup j'avais un poste où je devais gérer une équipe de conducteurs de train, principalement, et aussi un peu quelques aiguilleurs et des agents au sol. Et quand je suis parti, au début j'ai posé juste un congé sans solde, parce que tu as peur au début. Tu te dis je pars, on sait jamais, au moins je garde ma place. En tout cas je suis parti avec ces compétences-là. Mais je suis parti avec un historique de salarié en fait. Toute ma vie, j'ai été salarié. Je suis passé à l'école avec, comme pour beaucoup, ce discours où il n'y a que entre guillemets, que la voie salariale. Mes parents étaient salariés, tout ça. Par contre, après, il a fallu se reconvertir. Du coup, les deux défis, c'était de s'expatrier et en même temps, de changer de mode, de façon de gagner sa vie et de passer par l'entrepreneuriat. Et je vous assure, ça, c'est pas fait sans douleur. Souvent, quand on se dit « ouais, on est entrepreneur », je sais pas, on voit que le côté liberté, patron, je suis mon propre boss, je fais ce que je veux, il n'y a personne qui me dit rien. Mais il y a d'autres réalités. Je vais vous en parler. Donc, concrètement, moi, dès les débuts, j'ai voulu capitaliser sur mes compétences, essayer de vendre quelque chose en rapport avec mes compétences. Et quand j'étais à Maurice, j'ai commencé par créer tout simplement un cabinet de conseils en organisation des entreprises, en management, en process et ainsi de suite. Du coup, avec le bouche à oreille, j'ai commencé à développer mon activité. Les premiers temps ont été vraiment intenses émotionnellement pour passer dans cette phase où tu travailles à ton compte. Tu changes. J'ai réalisé que je changeais de paradigme et que tout était différent, qu'il fallait penser différemment, qu'il fallait agir différemment, qu'il fallait s'entourer de gens différents. Un autre monde. Hi. Et clairement, la plus grande différence qu'il y a eu en fait entre les deux moments, celui où j'étais salarié ou celui où après j'ai décidé de devenir entrepreneur, c'était pas vraiment le montant du salaire. C'est qu'au final, tu n'es jamais sûr de ce que tu vas gagner dans le futur. Alors que quand tu es salarié, c'est quelque chose de confortable. Tu ne te poses plus trop cette question. Voilà. Tu peux regarder les conventions collectives, regarder les tableaux d'évolution des salaires, et tu as une idée plutôt précise de comment va évoluer ton salaire. Mais là, clairement, il n'y a pas de limite dans les deux sens. Il n'y a pas de plafond pour gagner beaucoup, mais il n'y a pas non plus de seuil pour ne rien gagner et tout perdre. Couscous dari. Meilleur dari. On mange du couscous, c'est normal. Hein, le cliché, c'est pas juste un cliché. On est d'origine algérienne. Mais pour trouver du couscous en Amérique, tu crois quoi? Tu crois que tu le trouves à Walmart? Il y en a à Walmart ou pas, Amel? Je sais pas. Je crois pas. En tout cas, il n'y a pas du couscous dari. Et le couscous dari, c'est une petite pub. C'est un très bon couscous. Maintenant, quand tu vas dans ce genre de magasin, Amel, on va trouver des produits qui viennent pas des États-Unis. C'est ça. Et ça peut paraître marrant, on se rend pas compte, Amel, mais avant de venir, on se dit, les biscuits, il y aura des biscuits, c'est normal. Les biscuits aux États-Unis, c'est nul. C'est que des Oreos Voilà. de toutes les sortes. Voilà, des Oreos. Si vous aimez les Oreos, il y a toutes les sortes d'Oreos. Mais sinon, c'est des biscuits dont le packaging n'a jamais été refait depuis la création des États-Unis. C'est trop marrant. Alors, Amel, elle a acheté ça et elle a acheté ça. Franchement, on dirait pas un paquet pour ceux qui connaissent la référence d'Algérie ou de Tunisie ou même du Maroc, c'est pareil. En Algérie, c'est Bimou. Dis-moi. Ah, mais c'est turc. C'est sûr. Allez, ils sont bons pas? Oui. C'est bon. Je vais goûter le gâteau turc. Qui
Bismillah. Merci maman. Franchement, Un gâteau de surprise. t'entends pas. À cause de ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Non, on va faire ça. J'adore les gâteaux comme ça avec les sablés. Je vous le dis, ceux qui ne réalisent pas, en France, dans le rayon biscuits, c'est incroyable. On croit que c'est la norme. Ce n'est pas la norme. J'ai pas été en Italie. Peut-être qu'en Italie, c'est bien aussi. Dites-moi ceux qui connaissent l'Italie ou les gâteaux peut-être espagnols, mais je crois pas. J'y crois pas. Italien peut-être, parce que là, ça c'est italien, je crois, en plus balcony. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on est venu en France, on a acheté un caddie rempli juste de biscuits pour que ça nous tienne pendant 6 mois. Bon, ça a tenu 3 mois. Laissez-moi vous parler un petit peu de notre visa, le visa E2. Pourquoi ? Parce qu'il a un lien direct avec comment on gagne notre vie et nos revenus. Je ne sais pas si vous le savez, le visa E2, c'est un visa investisseur. C'est quoi le principe ? C'est même pas un visa au final. C'est une autorisation de séjourner aux États-Unis. Pourquoi ? Dans l'objet précis de faire ton business. En gros, c'est ça. Tu n'as même pas un statut d'immigrant. Tu n'as pas un statut de résident. Tu as un statut spécifique lié à ton visa E2. Voilà. En gros, ta situation business et toi est intrinsèquement liée. Alors, ça veut dire quoi ? Ton business ici, c'est pas simplement le moyen de gagner ta vie. C'est clairement ton ticket pour rester ici vivre aux États-Unis. Il faut réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as obligation de résultat. On te donne une autorisation de faire ton business, mais on te donne des impératifs. On te dit attention, tu dois réaliser assez de chiffres pour faire vivre ta famille et suffisamment pour embaucher des Américains. Tu dois embaucher des Américains durant ton séjour. Si tu ne le fais pas, je vous le résume, si tu ne le fais pas, à l'issue, tu pourras rester durant les années qu'on t'a données, nous c'est 4 ans, tu pourras rester. Mais par contre, pour renouveler, ça risque d'être compliqué. Concrètement, qu'est-ce que je fais comme activité pour gagner ma vie ? Comme je vous l'ai dit, donc j'ai un background de card manager. J'ai commencé par du consulting et du conseil en entreprise. Et aujourd'hui, en fait, j'interviens dans les entreprises en tant que ce qu'on appelle fractional COO. Eh, c'est incroyable. Attendez, pause. Il y a un alligator derrière. Oh là là, faut que je vous le montre. Et ça, c'est du pain béni là pour vous là. Comment on zoome ? C'est pas possible ça. J'arrive pas à zoomer. Ah mince. Ça y est. C'est le maximum. Est-ce que vous le voyez là ? Sa tête sort. Un alligator. Je vous ai dit quoi ? J'ai pas dit un crocodile, j'espère. Souvent, je dis crocodile. Non, un alligator, il est là, il sort ses yeux. Oh là 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 là. Alors, c'est impressionnant, il y en a quelques-uns à chaque fois. On les voit pas beaucoup. C'est rare quand même de les voir, mais pratiquement dans chaque petit étang, dans la résidence, il y en a. Bon, je reprends. C'est parti. Ah, la tête. Oh, il y a le vent qui me décoiffe là. Attendez, il faut que je sois beau gosse. Oh, allez, s'il vous plaît. Alors, je disais, voilà, je suis ce qu'on appelle directeur opérationnel à temps partagé. Qu'est-ce que c'est ? J'offre une partie de mon temps pour être le directeur opérationnel dans une entreprise. On appelle ça ici fractional COO. Mais bon, même si le nom est anglais, j'interviens pas dans les entreprises américaines. J'ai pas le niveau suffisant en anglais aujourd'hui pour manager des équipes,
pour être le bras droit du CEO, parce que c'est clairement ce que je fais aujourd'hui. Je suis le bras droit du CEO, mais je le fais en français. Voilà. Donc voilà. Et la deuxième activité, eh ben, c'est les immigrés. Mais qu'est-ce qu'on vend dans les immigrés aujourd'hui? Eh ben, alors déjà petite rétrospective. Déjà quand j'étais à l'île Maurice, je réalisais du recrutement offshore. Donc je recrutais déjà des personnes qui vivent dans des pays émergents en Afrique pour les placer dans des entreprises européennes. Et naturellement, j'ai ajouté un nouveau service. C'est maintenant pour les entreprises qui font du business à l'international et qui ont besoin d'une structure offshore. Je crée aussi leur structure juridique et opérationnelle aux États-Unis qui va avec également le recrutement. Voilà, deux activités très distinctes. Une, je travaille pour une autre entreprise où je vends mes services de manager, et une autre où je suis moi-même le directeur et manager pour développer mon activité. Et concernant Amel, on va aller la voir. Ok? Elle est où? Je la cherche depuis tout à l'heure, elle est où? Hé, alligator! Tu l'as pas vue? Oh, on dirait les mêmes blagues que Jamie et dans C'est pas sorcier. Je voulais vous montrer un petit endroit qu'on a découvert l'année dernière qui s'appelle Métro Lagoon, qui est pas très loin du coup de Sarasota, 40 minutes à peu près. On a fait un break cette semaine pour emmener les enfants. C'est une plage artificielle, une piscine géante. On aime vraiment beaucoup aller là-bas, il n'y a pas trop de monde, c'est paisible. Un vrai moment de quiétude. Zaki, t'as commandé quoi? J'ai commandé une glace mélangée, c'est vanille et chocolat mélangé. Vanille et chocolat mélangé? Oui. T'es un gourmand toi, hein? Il y a des noix de pécan dessus? Il y a des noix de pécan qui sont faits et aussi des bouts de Oreo. Des bouts de Oreo? Ah, t'es un vrai américain, ça y est. Hein. Comme Hania. Je fais comme Hania. Pareil qu'elle. Ce jour-là, Jerry, qui est américaine, notre amie, est venue nous rejoindre et je lui ai donné la parole. Là, regardez, elle apprend le français, elle se débrouille très très bien. T'as raison, c'est vrai? Yes. Tu mens pas? C'est pas menteur? Non. J'ai changé les paramètres de YouTube, tout en français. Maintenant, tout est en français sur YouTube. Mais j'ai pas encore regardé ta vidéo pour voir si les sous-titres, non, les traductions, Les paroles? les paroles vont être en version originale. Dans cette vidéo où on parle de nos revenus, où on parle de comment on gagne sa vie, je tenais vraiment à prendre ce moment-là, calme avec vous, pour parler de quelque chose que très peu de personnes sur les réseaux, je parle, évoquent dans leur expatriation. Souvent, on nous montre le bon côté. On nous montre les palmiers, les plages, les enfants heureux, les rires, les expériences nouvelles, on dit que c'est super. Et c'est vrai, c'est souvent le cas. Mais sur la partie financière, ça, ce n'est pas que de mon expérience dont je parle, c'est pour avoir fréquenté maintenant des centaines d'expatriés en réel, c'est la pression financière. Je vous assure, la pression financière, surtout quand on n'a pas grandi avec, quand on a grandi en mode j'ai un travail, j'ai un salaire, c'est bon, je paye mon loyer, je suis dans un environnement que je maîtrise. Et bien du coup, tu n'es pas habitué à vivre dans un contexte où la vie elle est beaucoup plus chère, les incertitudes sont plus grandes, la santé
bah, tu n'as pas de couverture sociale. La retraite, tu n'as pas de couverture, tu ne prépares pas vraiment une retraite. Personne ne prépare une retraite pour toi si toi, tu ne la prépares pas. Ça peut créer en tout cas de réelles anxiétés. J'utiliserais même pour certains, même si le terme est fort, angoisse. Et ça, c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose que j'ai vécu et qu'aujourd'hui, j'arrive à transformer, mais qui, parfois, vraiment m'a mis dans des situations mauvaises, mal, bad à l'intérieur. Very bad. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler parce que cette anxiété, il y a des moments, des phases où tu vis avec la journée. Tu t'endors avec la nuit, qui parfois t'empêche de dormir. Tu te réveilles le matin, quand tu ouvres les yeux, avec. Quand tu crois qu'elle t'a quitté, elle revient, tu la sens à l'intérieur. Franchement, c'est pas facile. Mais attention, vous savez, on est optimiste sur cette chaîne, on est positif et on veut véhiculer des choses positives. C'est pas facile. Mais ce qui se passe, c'est incroyable. C'est que tu dors avec, je vous l'ai dit, tu vis avec. Et un matin, tu te réveilles et tu la sens moins. C'est pas qu'elle a disparu en fait. C'est tout simplement toi qui t'es renforcé. C'est une des grandes leçons que m'a appris cette expatriation. Les deux défis, c'était, je vous le dis, l'expatriation, quitter tout, et 2, changer de mode, ne plus être salarié, mais être entrepreneur. Ce que j'ai appris, c'est que c'est dans la douleur que tu te rends plus fort. Il y a plein de choses qui nous disent ça, qui nous rappellent ça. Regardez, quand on fait du sport, on se fait des cloques au début, des ampoules. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est pas joli, mais il y a de la corne. Ça devient très dur. Et après, du coup, on peut encaisser des charges et ne plus avoir d'ampoule. Et dans plein de domaines, c'est pareil. Et ben, à l'intérieur, c'est ce qui se passe. Incroyable. Plus tu rencontres des problèmes, plus tu rencontres des grandes épreuves, plus tu es capable de les supporter. Il faut la vivre. Donc je le redis, j'ai envie de terminer vraiment sur cette phrase. Cette pression que tu vis, elle est difficile. Tu vis avec, tu t'endors avec, tu te réveilles avec. Puis un matin, tu ne la sens presque plus. Ce n'est pas parce qu'elle a disparu, c'est parce que c'est toi qui es devenu plus fort. Boum! Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'importance du tissu social quand on est expatrié. Effectivement, une des causes de l'échec d'une expatriation, c'est lorsque on n'a pas réussi à recréer un environnement social qui nous permet de nous épanouir. Oh, on dirait un sociologue quand je parle. Et concrètement, concernant cette pression financière, cette pression liée à l'incertitude, à l'insécurité financière, il y a un paramètre super important si tu veux tenir. Vraiment, c'est l'entourage. Quand tu t'expatries déjà, donc c'est important d'avoir des gens autour de toi qui t'apprécient, que tu peux côtoyer. Mais quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir autour de toi aussi des entrepreneurs et pas que des personnes salariées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit dans deux réalités différentes. Et il n'y en a pas une mieux que l'autre. Vraiment, aujourd'hui, ça, j'en suis convaincu. Par contre, il y a le fait qu'on ne peut pas se comprendre, en fait. Et je sais, certains, quand ils vont entendre cette vidéo, ils disent « Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ?» Il faut le vivre, en fait. Faut passer de salarié à entrepreneur et tu réalises que tu comprends ou tu vis des choses que tu ne peux pas comprendre tant que tu ne les as pas vécues. Et ça y est, on entre dans la philosophie. Waouh! Et du coup, si tu t'entoures pas de personnes qui ont les mêmes réalités que toi, le risque c'est quoi? Eh ben, c'est que tu craques, c'est que tu lâches l'affaire, c'est que tu abandonnes, que tu te dises que ben non, ça marchera jamais. Alors qu'en fréquentant des gens qui sont comme toi dans une situation d'entrepreneuriat, ils sont passés par les mêmes phases que toi. Donc souvent, ils vont t'apporter un éclairage. Ils vont t'apporter une façon de voir les choses qui va te permettre de tenir. J'aime bien dire ça et je l'ai entendu la dernière fois de Oussama Ammar, pour ceux qui le connaissent. Il a dit, pour devenir bon dans quelque chose, parler de l'entrepreneuriat, dans un business,
Mais après, c'est valable pour tout. Pour tout, pour le sport. Pour devenir bon dans quelque chose, il faut accepter d'être médiocre suffisamment longtemps. C'est le chemin obligatoire. À moins que tu sois doué, surdoué, gifted, like they say American. Are you gifted? Donc voilà, s'entourer de personnes qui vivent les mêmes réalités va permettre petit à petit de casser des plafonds de verre, de briser des croyances limitantes, de développer sa résilience. Clairement, c'est quelque chose ici qu'on a perdu, il faut savoir. Aux États-Unis, c'est peut-être le choix de la ville qu'on a fait, mais on a perdu ce côté où on avait beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Et l'idéal, ceux qui font comme toi, enfin, qui font des activités en ligne. À Maurice, ça, c'était génial. Pour ceux qui vont aller s'expatrier à l'île Maurice, franchement, c'est quelque chose qui va... Mais ouais, vous allez trouver ça génial. Donc, tous ceux qui font du business en ligne, qui vont s'expatrier à l'île Maurice, déjà, je vous mets un lien en bas, parce que je connais quelqu'un de bien qui peut vous aider à vous installer. Mais sinon, à part ça, c'est une vraie force. Il y a des forces et des faiblesses dans chaque pays. Et ça, c'est une force de l'île Maurice quand tu t'expatries là-bas. Mais attention, c'est pas parce que ici, physiquement, qu'il n'y a pas le réseau, ou en tout cas, on l'a pas développé, ce réseau d'entrepreneurs qui partagent les mêmes réalités que nous, que c'est fini. Moi, je continue à fréquenter en ligne des personnes à distance, avec des rendez-vous, discuter, partage. Et ça permet de continuer d'avoir un environnement social proche de nos réalités. Concernant les amis entrepreneurs, nous avons Christina et Steven qui ont notre âge et qui entreprennent. Du coup, on les fréquente régulièrement, c'est super agréable. Ce sont des Américains et qui ont des origines serbes. Du coup, on a plein de valeurs communes, c'est extraordinaire. Ce jour-là, on est tous partis faire ensemble un 5 km, un running. Je vous laisse apprécier. Don't seem like tired. Oh, not at all. I can do it again. Yeah. Amel, it was tough. Comment c'était pour toi? C'était difficile? Non, c'était facile. On est arrivé avant les derniers, donc c'est bien, non? Exactement. Sans courir. What is it? Croissant. You have to yell it like that yourself. Croissant, oui. Et après, il y a un sujet important dont je ne vous ai pas parlé. Là, je vous ai parlé beaucoup de comment on gagne notre vie. Mais quand tu pars à l'étranger, tu immigres et que tu es entrepreneur, il y a quelque chose auquel il faut penser. Et beaucoup y pensent et ça les stresse et les freine aussi. Je peux comprendre. C'est préparer sa retraite. Comment on fait pour préparer sa retraite quand on vit à l'étranger? Nous, comment on fait? Rien d'extraordinaire, mais on y pense et on commence à préparer ça. Ce qui est bien ici, c'est que les plateformes pour faire de l'investissement en bourse, elles sont trop bien, elles sont facilitées, elles sont éducatives, elles t'expliquent. Et voilà, et donc tu peux faire même avec des petits montants, $30, $40. Donc ça permet déjà de commencer à faire un petit capital qui peut prendre de la valeur. Bon, après, comme c'est des petits montants, pas grand risque, même si tout s'effondre, on n'aura pas perdu grand-chose. Mais ça permet demain de préparer quelque chose pour dans 20 ans, tu vois. Après, on fait aussi les métaux précieux. On croit beaucoup aux métaux précieux. C'est pareil. L'or, c'est vrai que ça coûte cher maintenant, mais tu peux acheter de l'argent. L'argent, il n'augmente pas autant que l'or, mais par contre, il tient aussi le niveau d'inflation. Voilà, donc en général, si tu achètes de l'argent maintenant et que tu l'as dans 20 ans, la valeur, elle a augmenté au moins au même niveau que l'inflation. Donc normalement, tu ne perds pas sur la valeur, contrairement à celui qui va épargner 5 000 € sur son compte, 5 000 $. Dans 10 ans, tu ne pourras pas faire la même chose que 10 ans après qu'au moment où tu les as épargnés. Ça, c'est ce que j'apprécie dans les métaux précieux. Et pourquoi on aime bien ça? C'est que maintenant, il y a des super plateformes qui te permettent d'acheter. Ce qui est bien, tu n'es pas obligé d'acheter pour beaucoup. C'est pareil, tu peux acheter une pièce à 60 $.
et ils les gardent dans des coffres. Donc tu achètes en ligne, ils ne te les envoient pas, ils le mettent dans un coffre, tu payes un genre de petit abonnement, hein, mais c'est peanuts rapport à la tranquillité d'esprit. Et ce qui est top, c'est qu'ils les gardent, donc toi, tu n'as pas à t'en occuper. Tu peux bouger dans le monde, tu ne les mets pas chez toi, ça c'est safe du coup. Et le jour où tu veux vendre, bah, tu peux les vendre en ligne. Ils les enlèvent de ton coffre et ils les vendent. Voilà. C'est mieux que dans une banque parce qu'une banque, des fois, si elle fait banqueroute, ils peuvent prendre tous les métaux qu'il y a à l'intérieur. Bon, après, s'il y en a qui ont d'autres avis, n'hésitez pas à mettre des conseils en dessous. Hein. Moi, je ne suis pas expert en finance. Mais ça, c'est un truc qu'on aime bien. Et l'autre truc qu'on n'a pas, mais qu'on aimerait bien un jour préparer, pour préparer la retraite, c'est l'immobilier. Voilà. En France, on n'a rien. Aucun bien immobilier. Celui qui part avec un bien immobilier, je trouve que c'est quand même bien. Ça lui permet de partir et de se dire qu'à la retraite, il aura un bien qu'il peut revendre pour financer sa retraite ou un loyer. Mais ici, aux États-Unis, l'immobilier, c'est vraiment intéressant. Même en termes de la rentabilité. On commence à regarder. Si vous êtes intéressé prochainement, je pense qu'après mes recherches, je vous en parlerai un petit peu. Mais dites-moi si ce sujet vous intéresse, ok? Allez, moi je rentre à la maison. C'est parti, il fait chaud là. Bon, il y a la piscine derrière. J'ai envie d'y aller, mais en roller, ça risque d'être compliqué. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Un jour, peut-être. Quoi ce type tout pourri? Attends, écoute. 휘말린 적 없고 꼬인 적도 없어. Tu comprends coréen maintenant. Des. T'es prête à répondre à quelques questions? Il faut que tu nous parles un peu de toi et de ta situation pour que tu étais riche. Demain, je vous réponds à vos questions. Demain, donc t'as dit deux comme ça avec tes doigts. Demain. Merci. Ah, la blague pourrie. C'est la journée des blagues pourries, mon Dieu, j'en ai fait là. Amel, on l'a enfin trouvé. On t'a cherché partout dans toute la Floride. Et t'avais ta tête dans le frigo. J'avais la tête dans le frigo, exactement. Mais qu'est-ce que tu nous prépares? Du couscous. Oh là là! Ça, c'est du bœuf? De l'agneau. De l'agneau, ouais. Est-ce qu'on fait du couscous avec du bœuf? Non, Non, ok. pas dans ma région d'origine. C'est quoi ta région d'origine? La Bretagne? C'est la Bretagne. Amélie? Est-ce que j'ai fait des crêpes bretonnes? Non, pas du tout. C'est les Aurès. Je suis d'origine Chewia, Rasserchine. Ah, ça fait une tête dure. Bon, on est venu te voir rapidement là. Dans cette vidéo, on a parlé un petit peu de nos revenus. Enfin, de nos revenus. Comment on fait pour gagner notre vie ici aux États-Unis? Ah, t'as raconté quoi, toi? Bah, j'ai raconté ce que je fais. Et tu fais quelque chose? Non, je rigole. C'est moi qui devrais me poser cette question. Alors, comment je gagne ma vie aujourd'hui? Donc, faut savoir que quand on est arrivé à l'île Maurice et qu'on a vécu à l'île Maurice, moi, je fais de l'entrepreneuriat depuis 17 ans et j'étais business mentor, formatrice et j'accompagnais les entrepreneurs à développer leur business, que ce soit en ligne ou en présentiel, afin de développer quelque chose qui soit viable pour eux, rentable, qui vivent leur vie et qu'ils aient aussi un lifestyle adapté à leur vie réelle. Les ambitions, elles ont grandi, le chiffre d'affaires qui va avec, on avait de l'argent de côté du coup, etc. Et cette idée folle de créer un logiciel SaaS depuis un certain temps, je l'ai fait émerger et on a créé ce logiciel SaaS. Donc des ambitions grandissantes et c'est ce qui nous a permis de venir aux États-Unis. Donc c'est entre autres grâce à ce projet professionnel qu'on a pu obtenir notre visa E2. Ça vous le savez, on vous l'a déjà raconté dans une autre vidéo que Marwan vous mettra, on ne sait jamais c'est quel côté. Mais qui dit grand projet, grandes ambitions, gros business, beaucoup d'argent de dépenser, d'investi, dit gros risque et en même temps beaucoup de travail et du travail qui ne... Comment dire? J'étais pas dans ma zone de génie, manager une équipe tech, etc. Et j'ai fini en burn-out. Donc on arrive aux États-Unis et c'est au moment où on arrive aux États-Unis que là, je suis en plein burn-out, je ne savais pas pourquoi. Et il fallait manager ça en fait. Ce qui se passe, Amel elle est en mode PLS et en même temps on vient d'arriver dans ce pays anglophone. Marwan à cette époque,
il cassait sa pipe, pour reprendre son expression. C'était difficile à cette époque-là pour lui l'anglais. Et donc, il fallait que j'assure les inscriptions, les rendez-vous professionnels, les rendez-vous à l'IRS, les rendez-vous à droite à gauche. Et donc, ma bombe burn-out, j'étais épuisée, mais en même temps, il fallait que je me lève pour assurer pour la famille. Ce qui s'en est suivi, quand les choses ont été stabilisées, genre les enfants, ça y est, inscrits à l'école, on retrouve une petite routine, on a trouvé notre maison, on a meublé, tout ça. Là, je commence à me reposer et je me dis, il faut tout remettre à plat et voir réellement ce que je veux faire. Et en fait, c'est même plus ce que je veux faire, c'est ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Ça a été un moment qui a été difficile parce que je travaillais quasiment plus à cette époque. Et je dis quasiment plus parce que le rythme était passé de beaucoup de travail à 1 à 2 heures maximum par jour. J'avais quelques clientes que je suivais encore en mentorat à cette époque-là, que j'ai suivies jusqu'à très récemment. Et en 2025, quand j'ai retrouvé l'énergie, j'ai compris que c'était un burn-out, les tenants, les aboutissants. Je me suis dit, Amel, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, l'envie qui était latente depuis de nombreuses années d'écrire un livre est revenue. Et j'ai décidé de me relancer dans l'écriture d'un livre. Et en 2025, j'ai écrit ce livre. Il est dans les kiosques. Non, je rigole. Il est dans les bacs. Casse dédié. Le livre, il est sorti, mais changement de la maison d'édition du format. Donc, nouveau format va être mis en ligne dans les semaines qui suivent. Et je préfère que vous ayez le nouveau format. Je vous mets la couverture quand même là. Regardez comment il est joli. C'est The Glow Timing. C'est comment on réinvente la gestion de son business et de son temps pour atteindre ses objectifs et en même temps avoir un lifestyle personnel et familial qui soit à l'image de ce qu'on veut réellement. Mais c'est exactement ce que tu as fait pour toi au final. C'est exactement ce que j'ai fait pour moi depuis des années. Mais là, du coup, concrètement, tu nous as pas parlé de la suite. Livre et comment tu Livre. gagnes ta vie? Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment je gagne ma vie parce que le livre, il ne me rapporte rien encore pour l'instant. J'ai pas encore gagné des sous grâce au livre. Tu vas pas leur mettre le lien après pour qu'ils l'achètent? Si, j'ai oublié. Vous pouvez télécharger un extrait audio de mon livre pour entendre ce que je raconte dans ce livre, le lire. Et surtout, après, vous pouvez avoir le lien de commande et le précommander pour le recevoir. Ah mais du coup, là, parle-nous un peu de comment tu gagnes ta vie. Comment tu rythmes concrètement tes journées? Ah, j'ai des journées de rêve. Je regarde des dramas. Mais d'un point de vue professionnel, je travaille environ 2 heures par jour, 3 heures les grosses journées et en général c'est plutôt 1 heure. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Voilà. Nous. Et donc, comment j'organise mes journées? Tout simplement, je travaille pour moi, déjà, pour mon business, donc ma propre visibilité, et mon développement, l'écriture de mon livre, le marketing. Et ton business, c'est quoi? Tu ne l'as pas dit là encore. Bon, on recommence. Non, tu te le dis là. Non. Mon business, j'ai un business qui s'appelle Zakania et à l'intérieur, il y a 2 activités principales. Il y a l'agence marketing qui accompagne les petites entreprises dans leur développement de visibilité pour gagner en chiffre d'affaires grâce à une visibilité sur YouTube et une visibilité via leur site internet pour qu'ils ressortent dans les recherches de l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est pour l'agence marketing. Et de mon côté, j'ai arrêté le business mentorat en mode je t'accompagne pendant 3 mois, etc. Je ressens plus du tout l'envie de faire ça. Peut-être que ça reviendra. Par contre, ce que je propose, c'est une analyse stratégique de ton business et de ton lifestyle afin du coup de trouver comment t'organiser et peut-être travailler comme moi 1 à 2 heures par jour et assumer le chiffre d'affaires qui va avec. Wow, tu nous envoies du rêve là. Non, la vérité c'est quoi? C'est fini. Avant, je pouvais vous faire des 50 000 par mois. Tu te souviens, Marwan, avec les webinaires et compagnie. C'est fini ça, parce que j'ai plus envie de faire ce genre de travail, là, cette manière de travailler. Mais je gagne de l'argent avec mon activité en faisant ce que je veux à la maison. Je regarde des dramas, je fais du couscous, je vais à la salle de sport. Et la vérité ici, tu deviens taxi aux États-Unis pour tes enfants. Tu dois les emmener au sport, aux activités, à ceci, à cela. Et tout ça prend du temps aussi. Je ne crois pas que ça prend 7 minutes pour les amener au sport. Non. Et donc du coup, c'est un autre lifestyle.
Et ce lifestyle, bah, j'ai besoin que ce lifestyle et mon business coïncident. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous félicite et je vous fais une confidence parce que vous êtes encore là. Alors, je vous ai dit, on est venu avec un visa E2. Vous savez, il faut venir avec un business. Il faut créer un business pour cela et avoir un business model et le présenter en tout cas à l'administration américaine. Et il faut le suivre. Il faut pouvoir suivre ce que tu as dit que tu allais faire. Et nous, on est venu avec une entreprise de logiciels. Ça s'appelle My Club. Un logiciel qu'on a construit pour les formateurs et coachs. Et ben, cette entreprise, on est en train de la fermer. Et ouais, on a investi beaucoup de nos économies, beaucoup d'argent là-dedans. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Alors, bon, au-delà du fait qu'on a perdu de l'argent, qu'on a perdu de l'énergie, qu'on s'est fatigué, qu'on a versé des larmes, qu'on a eu des insomnies, bah, le problème, c'est que, je vous l'ai dit, pour les visas E2, il nous faut embaucher des personnes dans cette entreprise. Si tu ne le fais pas, pour le renouveler, c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Alors, on verra. Il y a plein de solutions possibles. Il nous reste 2 ans ici. On va voir comment nous allons travailler ce sujet. Mais promis, we'll keep you in touch. Je sais pas si ça se dit comme ça. On vous tient au courant. Ça marche? Allez, à la semaine prochaine. Faut que je travaille maintenant. Mais avant que j'aille travailler, abonnez-vous. Mais oui, je vous le dis à chaque fois. Mais répéter, c'est enseigner, c'est comme ça. Parce que si tout le monde s'était abonné, j'aurais plus besoin de le dire. Mais non, on s'abonne pas. Si vous avez éprouvé du plaisir à regarder cette vidéo, si cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous, ok? À très vite, bye bye. La pression financière et j'ai oublié les autres trucs. Oh purée. Unbreak my heart, say you love me again.